le temps d'aller se changer avant qu'il ne nous rejoigne. Et je demande à quelqu'un de l'équipe de prévoir une chaise pour lui dans la petite. Il est à ma droite comme le bon arbre. Bien. Bien, merci. Quand on s'est posé la question d'une table ronde à la suite d'un spectacle aussi fort, en parlant avec Charlotte Malik ou Fitzgerald, on se disait on pourrait faire une table ronde autour de la peine de mort, on pourrait faire des échanges autour de la foi en prison, mais il nous a semblé important, sans nier le mal commis, sans angélisme et sans nier la nécessité de la peine, il nous a semblé important parce que ceux qui sont en prison sont aussi des humains comme nous, et que si on ne veut pas les réduire à un état sous-humain, on doit chercher toutes les voies d'espérance qui peuvent habiter les hommes et les femmes qui sont en prison. Espérance fondée dans plein de ressources, dont la foi, mais qui n'est pas la seule ressource, pour être habité par l'espérance qui fait tenir debout, dans l'espérance qui est la seule qui permet de reconnaître sa faute et de préparer son retour dans la communauté humaine. Voilà un peu le pourquoi de la table ronde qui nous réunit maintenant. Alors, je dois excuser Joël Zerouki-Cotin, professeur de droit pénal, qui devait être avec nous, et il y a 2 heures à peu près maintenant, où elle nous a passé un petit message pour nous dire qu'elle était retenue dans une audience. Alors bien évidemment, que tous ceux qui portent habituellement une robe noire n'ont pas de justice, donc on comprendront très vite que ça fait partie des choses guère prévisibles. Voilà. Donc, voilà, on fera sans, mais on fera avec tous ceux qui sont ici. Et on ne peut pas sortir du temps qu'on vient de vivre sans se poser quand même la question de la peine de mort. Alors, je vais d'abord demander à Bertrand Kasmarek quelques petites précisions par rapport à des choses qu'il a déjà écrites sur la peine de mort. Alors, Bertrand est professeur agrégé de philosophie, et il est particulièrement qualifié pour intervenir ce soir. En effet, Bertrand, tu as été directeur des services pénitentiaires. Par un certain chemin, tu t'es retrouvé professeur agrégé de philosophie. Alors, on s'est d'ailleurs connu quand il exerçait à la maison d'arrêt de la Talaudière. Vous verrez que la maison d'arrêt de la Talaudière a été une pépinière de grands hommes. Alors, ce qui ne devrait pas vous priver d'espérance. Alors, s'il fallait ajouter de la pertinence à son propos, sa thèse, son titre, c'est « Mythe de la neutralité carcérale ». Et tout est dit. Alors, toujours à propos de la peine de mort, donc ma question, c'est la suivante. Dans le journal La Provence, en octobre 2021, tu as écrit « Il n'y a pas de position neutre au sens où il n'y a pas 3 choix. Tuer les criminels, tolérer qu'ils vivent, ou espérer en eux. Il n'y en a que 2. On les tue, ou on espère vraiment en eux. Explique-toi. » Bonsoir à tous. Peut-être pour partir, alors je mets 3 minutes, c'est ça ce que j'ai emprunté.
Donc du coup, pour aller vite, mais je pense qu'il y a quelque chose qui dit très bien. En 2006, peut-être que vous vous rappelez de ça, il y a une lettre qui a été publiée par les détenus de la maison centrale de Clairvaux, donc des gens qui partent pour perpétuité ou en tout cas très longtemps. Et ils demandaient, en 2006, hein, donc la peine de mort est abolie depuis bien longtemps, ils demandaient le rétablissement de la peine de mort. Et globalement, en disant assez d'hypocrisie, au moins ayez le courage de nous tuer, parce que vous ne voulez pas qu'on vive, assumer en quelque sorte. Et bon, l'enjeu, c'est essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Je ne viens pas du tout, le but n'est pas de faire de la provoque ou je ne sais pas quoi, c'est d'essayer de réfléchir, en fait, est-ce qu'on a vraiment aboli la peine de mort? En fait, ça dépend du sens que vous donnez à mort. Si vous avez une définition médicale, si la mort c'est l'arrêt, la cessation des fonctions vitales, de fait, la peine de mort est abolie depuis Badinter. Mais si jamais, et en fait, je ne crois pas qu'on vive, quiconque vit ici la mort sur ce mode-là, la mort c'est le contraire de la vie, c'est-à-dire tout ce qui m'empêche de vivre commence déjà à me tuer. On en a une expérience très claire si vous avez écouté un peu ça. Les témoignages du procès qu'on a appelé V13 avec les attentats du Bataclan et autres, on voit bien que les gens, les survivants qui viennent, pour nombre d'entre eux, ne sont pas vraiment vivants. Ils survivent justement. Mais voilà, il y a une différence entre survivre et vivre. Et il me semble qu'actuellement, au-delà de la question des longues peines, en fait, on veut bien que les gens survivent, mais vivre, c'est vraiment porter l'autre en espérant quelque chose de lui, c'est-à-dire en l'éduquant et autres. Et donc, me semble-t-il, le challenge, c'est que, effectivement, je ne sais pas vous, mais ça glace le sang. Quand on imagine la guillotine et autres, moi, je crois que je m'en sentirais même pas le courage, même vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, c'est peut-être sorti un peu de nos sensibilités. Mais après, en quelque sorte, le challenge, c'est de donner aux gens vraiment les conditions de vivre. Et donc, si on réfléchit, alors, en 3 minutes, on a déjà réglé la question qu'est-ce que la mort, donc il n'y a pas de raison de se priver, on va arrêter qu'est-ce que la vie. Mais l'enjeu, c'est que si vous réfléchissez à ce que vous êtes, en fait, on est des êtres en développement. Donc, à partir du moment où je ne donne pas aux gens les capacités de faire quelque chose qui est conforme à leur développement, en fait, je ne leur donne pas les conditions de vivre. Et si jamais la peine, je trouve qu'il est très très bien dit dans le début du texte, quand il dit espèce de léthargie, je reste sans rien faire, si la peine c'est de l'oisiveté et de la passivité, c'est-à-dire si on ne vient pas me susciter suffisamment sérieusement pour que je fasse quelque chose, en fait je ne suis pas en train de faire du l'autre, qu'il ait pris 6 mois ou qu'il ait pris 30 ans, c'est la même chose. Voilà. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça demande pour qu'on ait vraiment envie qu'ils vivent une fois qu'on n'a pas, si on ne fait pas si on n'omet pas le mal qu'ils font. Voilà. C'est regarder en face le mal qu'ils font et vraiment vouloir qu'ils vivent, sans doute que c'est ça la justice, mais c'est quand même une exigence pour nous tous qui est quand même extrêmement élevée. On n'est pas à 3000. Je veux pas. Merci. Alors, Fitzgerald, tu as eu le temps de reprendre ton souffle, après cette performance. Alors, je ne vais pas vous présenter Fitzgerald parce que vous avez sur le programme toute son histoire. Si vous n'avez pas eu le temps de la lire, vous la verrez en rentrant à la maison. Alors, je pense qu'on est nombreux ici à attendre que tu nous dises un peu les sentiments, un peu ce que tu ressens dans cette heure où tu as habité tellement en vérité ton personnage. Alors voilà, la question est simple. La première, c'est pourquoi tu as choisi de mettre en scène les échos de Jacques Fesch? C'est un choix personnel, tout à fait. Pourquoi? Et puis la deuxième question, ça sera ça aussi, criminel ou saint? Assassin, qu'on peut écrire avec la saillété à la fin. Donc notre question, c'est l'un, l'autre, les deux. Voilà. Comment tu vis au fil des représentations ces deux statuts, a priori antinomiques, cette confrontation entre l'effroyable et l'espérance? Tout simple. Hein? Toujours en 3 minutes. Merci Jean-Louis. D'abord, l'origine de ce spectacle, elle est toute simple, c'est que je suis originaire de la même ville que Jacques Fesch, Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Et donc depuis l'enfance, j'entends parler de ce personnage. J'en entends même parler de manière très proche
puisque ma mère était dans la même école primaire que sa fille. Et donc, quand elle était petite, on lui disait, on lui montrait Véronique Fesch, et on lui disait, tu vois, cette pauvre petite jeune fille, c'est la fille de Jacques Fesch. Donc c'est vraiment une histoire qui a marqué notre ville, à la fois par ce drame absolu, cette tragédie familiale, et en même temps par le retentissement international qu'ont eu les écrits de Jacques Fesch quand ils ont été petit à petit publiés, puis traduits dans le monde entier. Et ça s'est fait petit à petit depuis les années 70. Et donc, moi qui suis comédien depuis une dizaine d'années, j'avais déjà joué un seul en scène sur la figure de Charles de Foucault, que m'avait proposé Francesco Agnello, et cette fois-ci, j'avais envie de créer mon propre spectacle. Et donc, ça a été un peu comme une évidence, je vais créer quelque chose sur Jacques Fesch. Le but, c'était d'être vraiment basé sur les écrits de Jacques Fesch, donc 99% des mots que vous avez entendus ce soir sont les écrits de Jacques Fesch dans sa cellule, pendant ces 3 ans et demi d'incarcération, d'avoir une sorte de pièce presque documentaire. Évidemment, par la suite de ça, au-delà de ce témoignage, de pouvoir me plonger moi-même un peu à l'école de Jacques Fesch, l'école humaine et l'école spirituelle de Jacques Fesch, qui est devenu pour moi comme une sorte de grand frère, un compagnon de route. Donc c'est... Voilà, dès qu'on interprète un personnage, on se plonge dans une humanité, parfois qui nous est proche, parfois lointaine, et puis on chemine comme ça. Et c'est pour moi une expérience très forte depuis plus de 2 ans à peu près que je travaille sur ce personnage et que je l'interprète. Et voilà, il me façonne, il me conseille, il m'élève. J'aime beaucoup certains des enseignements spirituels de Jacques Fesch. Ce qui m'a surtout plu et que j'ai sans doute fait ressortir dans cette adaptation, c'est le fait que la foi n'est pas le confort. Que la foi, c'est pas un état acquis pour toujours, c'est un peu comme la définition que vous donniez de la vie. C'est quelque chose, la foi, c'est quelque chose en mouvement, en développement, et qui n'est pas acquis une fois pour toutes, et on peut, comme lui, être touché par la grâce, avoir carrément une expérience mystique, ce que je n'ai pas eu, évidemment, mais après, tout d'un coup, retomber dans le découragement, dans le doute, dans la désespérance. Et après, revenir à la foi. Et c'est ça qui me nourrit beaucoup, c'est ça qui me touche beaucoup. Jacques Fesch n'est pas un saint, en tout cas l'Église ne l'a pas encore canonisé comme tel, et je pense que ce ne sera pas pour tout de suite, même si il en est question qu'une enquête préalable a été ouverte, mais elle semble quand même assez complexe au vu de cette situation, des multiples aspects de cette situation. Donc pour moi ce n'est pas un saint, mais c'est quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui a beaucoup à nous dire, et moi ce qui m'a touché c'était la dimension universelle de ce qu'il va vivre. Notamment voilà, ces montagnes russes de la vie dans laquelle on peut tous se retrouver, et que lui va vivre de manière dense, extrêmement forte, parce que son existence est un peu réduite à néant entre ces 4 murs, dans ces 10 mètres carrés devant nous, et qu'il est dépouillé de tout, et en même temps, dans ce dépouillement total, il va pouvoir retrouver l'essentiel. Et c'est ce qui peut-être parfois aussi manque à notre époque. Et donc, je souhaite que peut-être les personnes de tous âges, de toute génération et de toute confession ou non-confession puissent peut-être, par ce spectacle, être interpellées par ce qu'il a vécu. Merci. Alors, on revient vers Bertrand. Là, tu auras un peu plus de temps. On va parler du sens de la peine. Alors, effectivement, Mme Zerouki aurait été là, on lui aurait demandé un peu qu'est-ce qui a remplacé la peine de mort, si on peut parler de remplacer, au niveau de l'allongement des peines, au niveau de l'aménagement des peines, de plein de choses. Mais la question que j'ai envie de te poser est toute simple, c'est le code pénal, le code procédure pénale définit bien le rôle de la prison, mais quel sens ça peut avoir, la prison? Quel sens ça pourrait avoir? Quel sens ça peut avoir? Quel sens ça pourrait avoir? Et puis, dans un deuxième temps, tu garderas un petit moment pour, comme philosophe, pour nous aider à comprendre la différence qu'il peut y avoir entre espoir et espérance. Voilà. Sens-toi bien libre d'utiliser tout ton temps qui va être très long
alors je commence déjà, moi l'excuserai, mais par ce qu'on appelle du placement de produits. Je participe grâce au soutien de l'administration pénitentiaire, notamment de la direction de Lyon, on propose un DU, ce qu'on appelle un diplôme universitaire de philosophie, sociologie, pour réfléchir sur le sens de la peine. Voilà. Et on espère l'ouvrir au-delà des personnels pénitentiaires. Et on aimerait en fait avoir des gens de l'associatif Léo. Donc si jamais ce que je vais juste esquisser vous intéresse, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose à travailler ensemble. Voilà, fin de la pub. Il me semble que globalement, ce qu'on dit d'habitude quand on cherche le sens de la peine, on vient de dire soit c'est pour punir, soit c'est pour protéger, soit c'est pour restaurer l'honneur des victimes. Il me semble que ce qui peut être intéressant à réfléchir en philosophie, c'est distinguer le sens et la fonction. Ce que je viens de poser là, c'est des fonctions. En fait, dès qu'il y a un crime, vous avez trois pôles tout de suite qui entrent en jeu. Vous avez la société, par l'écho que ça peut avoir. Vous avez le coupable et vous avez la victime. Et on voit bien que chaque acteur a des intérêts différents, même si victime et les sociétés peuvent se retrouver, mais ce n'est pas exactement la même chose. La société, elle veut de la sécurité. La victime, elle veut qu'on restaure son honneur, c'est-à-dire si on ne punit pas, c'est comme si on redoublait en quelque sorte ce qu'elle a subi. Et le coupable, ce qu'il attend sans doute, plus ou moins consciemment, mais c'est une sorte d'éducation, d'amendement, etc. Et en général, on vient discuter le sens de la peine en disant, mais vous voyez bien, il y a des fonctions qui viennent contre d'autres, si on sécurise, ça entre en contradiction avec éduquer, ce qui n'est pas complètement faux, mais en général, on réduit le sens de la peine à ça. Il me semble que ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, voilà, là on parle des fonctions de la peine, mais en fait le sens c'est autre chose. Alors ce que je vous propose, pour toucher, c'est pareil, même si on a un peu plus de temps, pour aller directement, peut-être qu'un exemple est la meilleure solution. C'est un exemple authentique. Quand j'ai quitté la pénitentiaire, après, j'accompagnais des permissions de sortir avec des détenus. On allait du Cuyacongue en randonnée plusieurs jours. Et on part avec notamment quatre détenus, 3 jeunes de quartier. C'est très caricatural, mais on voit à peu près. Et puis un vieux Gaulois, aussi très caricatural, mais on voit bien qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne s'apprécient pas forcément, que ce n'est pas les mêmes faits. Et il se trouve qu'au bout d'un certain temps, l'ancien a une rupture d'anévrisme, il s'effondre, mais vraiment, on parlait, et tout à coup, il s'effondre. On fait massage cardiaque, on n'arrive pas à le ramener, on appelle le JAP, le juge d'application des peines, on appelle le procureur, on appelle la cellule psychologique, on appelle tout ce qu'il faut, les pompiers, etc. Les pompiers arrivent, c'était magnifique, c'est en pleine campagne, on avait l'impression qu'ils nous attendaient tapis derrière un arbre, bref, ils arrivent hyper vite, et les pompiers le mettent dans le sac mortuaire et ils vont pour zipper le sac mortuaire. Et au moment où ils vont pour zipper, il y a un des jeunes qui dit « mais on ne peut pas le laisser partir comme ça ». Et bon, il est jeune détenu, moi je l'ai quitté, j'avais à peu près une espèce de semi-casquette de directeur, il y avait un major, en principe l'usage de l'impératif ne marche pas dans ce sens-là, et pourtant lui, on s'est immédiatement rangé à son avis. On a dézippé, on a posé le corps de cet homme sous un arbre absolument magnifique, et on a improvisé, eux ont proposé des prières islamiques. L'Institut a lu du Fernando Pessoa parce qu'il avait ça dans ses poches, et puis un pompier a sorti un bout d'évangile. On a fait une espèce de célébration un peu syncrétiste. Et l'enjeu, c'est que là, en fait, nous, on était dans l'utile, le JAP, et c'est nécessaire, mais lui, il touche quelque chose du sens. Et je trouve l'exemple très efficace pour distinguer entre sens et utilité. Et 9 fois sur 10, quand on se demande quel est le sens de la peine, la question qu'on pose, c'est à quoi ça sert. Mais à quoi ça sert, c'est du registre de l'utile, c'est pas du registre du sens. Donc si on essaye d'affiner un peu, une fois qu'on retient ça et que le plus intéressant, en tout cas le moins élaboré sans doute, c'est la question du sens, la question du sens, elle n'est pas, je crois, insoluble. Globalement, aujourd'hui, on peut arriver à dire, aujourd'hui, depuis fort longtemps, et il y a une parole du spectacle qui le dit très bien, ce que je vous propose, c'est de penser en fait le sens comme une direction collective qui donne une signification à nos actes communs et nos manières de vivre. Il se trouve que là, c'est le sens de la peine, c'est-à-dire quand il y a un crime dans une société, quel est le sens de la réaction, le sens global. Et en fait, ça fait des siècles que le modèle est probablement celui de la dette.
Et vous l'avez très simplement sur deux formules très nettes. Alors, il y en a une, moi, pour l'avoir entendu chez Quantité Libérable, c'est « j'ai payé ma dette ». Bon, c'est compliqué pour lui. Enfin, voilà, à partir du moment où on a enlevé une vie, allons-y, quoi. Comment alors, on ne peut pas payer avec de l'argent, donc on paye avec du temps. Enfin, une vie compte du temps, on voit bien qu'il y a quelque chose d'incommensurable qui ne marche pas. Et d'un autre côté, ce n'est pas juste une lubie des condamnés. Hein. Ils répondent à une proposition commune, c'est pour ça que le sens c'est toujours commun. Ils répondent à une proposition commune, qui est qu'il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent, c'est donc qu'on est sur un modèle de dette. Or, alors, donc, je cite le morceau du spectacle, enfin, entre autres, moi, que j'ai trouvé la citation excellente, il n'y a pas plus d'injustice que de dette à payer à la société. Donc, c'est-à-dire qu'il vient récuser, c'est intéressant, il se convertit à quelque chose de l'ordre de la grâce, et du coup, il vient récuser le modèle humain de la dette. Et en fait, pourquoi la dette, c'est un marché de dupes? Parce que de toute façon, ils n'ont jamais assez payé. Prenez Bertrand Ganda. Voilà. Bertrand Ganda, on dit, il a payé sa dette, maintenant il chante. Oui, mais on sent bien qu'il y a des gens qui résistent. Et d'un autre côté, si vous ne résistez pas du tout, voilà, si lui arrive en disant, non, j'ai payé ma dette, écoutez, j'ai fait quelques années, j'ai tué Marie Trintignant et maintenant je reprends, en fait, on sent bien que des deux côtés, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas la payer, et celui qui dirait qu'il la paye, en même temps, c'est un escroc. De toute façon, c'est un marché de dupes, ça ne marchera jamais. C'est pas possible. Donc, c'est le sens collectif, mais c'est impossible. Alors après, il y a une autre proposition. L'enjeu, ça serait d'essayer de le penser sur le mode plutôt du don. Alors, je prends un exemple, et je m'excuse, c'est le deuxième placement de produit, il y en a pas d'autre. J'ai créé un seul en scène avec un condamné qui est actuellement en conditionnel et qui est devenu comédien de la compagnie Louis Brouillard de Joël Pomera. Il s'appelle Redouane Rajel. Et il a tué quelqu'un, et je crois qu'il dirait vraiment sur le côté involontaire. Il accepte la culpabilité en même temps, il n'y allait pas du tout pour ça, c'est une bagarre qui tourne mal. Donc c'est étonnant que c'est extrêmement proche. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre en détention avec une vie cabossée largement avant. Et les premières années, il ne fait rien, ça se passe très mal, il se fait battre parce qu'il y a des copains de la victime, etc. Et puis, il change d'établissement et il se retrouve au Pontet, je ne sais pas si vous savez ça, mais au Pontet, il y a l'ancien directeur du Festival d'Avignon, Olivier Pi, donc un metteur en scène immense, qui anime des ateliers de théâtre. Et il y va pour essayer de récupérer des grâces, comme on dit, c'est-à-dire des remises de peine, qu'il avait perdues dans les premières années un peu plus conflictuelles. Découverte, mais ce que c'est que découverte, c'est la révélation du théâtre, et depuis, c'est devenu son existence, puis il dit que c'est sa justice restaurative à lui, et donc depuis, il joue. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On lui a donné de faire quelque chose, il se trouve qu'il donne en retour. Mais ce n'est pas la même chose que la dette. La dette, c'est un échange, c'est du troc. Là, c'est don, et en philosophie, on appelle ça don contre don. Et on le sent tous, hein, quand je fais un cadeau à quelqu'un, il nous rend l'invitation, mais c'est pas un troc. Ou alors, c'est des relations très mondaines et on est mal parti. Mais sur des vraies amitiés, il y a un peu, tu m'as donné, je vais te redonner à un autre moment, et ainsi de suite. Et la question, en fait, pour terminer là-dessus, sur la question du sens, le sens de la peine, il est indexé, mais directement, sur le sens de la vie commune. Le sens de la peine et le lien social, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça, à mon avis, c'est intéressant, c'est que la peine, c'est un bon moyen de tester un peu notre cohésion sociale. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fascine tellement les gens, les faits divers et autres. La question est, depuis à peu près le XVIIIe siècle, on pense le lien social sur quoi? Sur le modèle du contrat social. Le mythe du contrat social, c'est-à-dire on s'engage à respecter le règlement de la copropriété, puis si on dérape, on est puni pendant un certain temps. La question, c'est entre nous, vivons-nous comme ça? Probablement pas. Nous vivons de dons et de contre-dons. Quelqu'un qui dira nous a offert ce soir quelque chose, nous lui avons offert de notre côté une certaine attention. Et on n'est pas juste venu troquer du divertissement de notre côté et un cachet pour lui. On peut l'envisager comme ça, mais probablement qu'on rétrécit énormément notre expérience. Nous ne sommes pas là simplement liés sur un contrat. Si nous ne sommes pas simplement liés sur un contrat, le sens de la peine, ça ne peut pas être de l'ordre de la dette. Donc il faut venir donner quelque chose, sauf que donner c'est quoi? C'est pas juste faire le cadeau comme ça, c'est donner, moi, enfin, l'expérience que j'ai de Redouane, mais de
de quantité d'autres, même si c'est un peu, là c'est idéal, il faut un exemple un peu type pour partir, mais c'est qu'en fait, je viens donner l'exigence de faire quelque chose. C'est pas juste je propose des activités et ceux qui veulent viennent, parce qu'en réalité, c'est toujours les mêmes qui viennent et il n'y en a qu'un tout petit nombre qui viennent. C'est, tu es en prison, tu dois faire quelque chose. Alors, on veut bien te laisser le choix entre quelque chose, mais ta journée, ça ne va pas être de loisiveté. Parce que sinon, on te tue, puisque vivre, c'est agir. On l'a tous vu au confinement. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est accepter qu'on ne condamne. Alors, c'est une proposition, hein, mais c'est ce qu'on essaye d'étayer avec la petite équipe du DU dont je parlais. L'enjeu, ça serait ne plus condamner à temps, c'est-à-dire à temps d'années, mais condamner à faire quelque chose. Évidemment, vous mettez une limite quand même pour ceux qui n'y arrivent pas, hein, ça va de soi. Mais si vous réfléchissez, en fait, est-ce que la peine est éducative ou pas? Vous ne condamnez pas vos gamins à aller jusqu'à 16 ans, et puis après, on met de l'école derrière. Vous regardez ce que vous voulez qu'ils apprennent, et vous dites, bah, dans ces cas-là, il faut qu'ils restent au moins 16 ans à l'école. Ça marche dans ce sens-là. La prison, c'est l'inverse. On condamne à du temps, et on essaye de mettre quelque chose derrière. Mais dans ces cas-là, vous voyez bien que l'institution, elle ne s'y sent pas obligée, donc elle propose trop peu, et même quand elle propose, c'est bien plus intéressant de faire promenade, cellule, promenade. C'est pas si simple hein, de rester, de sortir de la léthargie, si on ne vient pas la pousser, puis si on n'a pas le milieu qu'il y a derrière. Donc, le sens, ça serait peut-être quelque chose de cet ordre. C'est très bizarre à dire, mais la peine, ça sera un don. Et voilà, mais un don d'une certaine exigence. Et alors, moi, je les savais le truc, mais du coup, si on part sur espoir, espérance, rapidement, peut-être, encore une fois, la philo, le but, c'est de distinguer, hein, pour essayer de... espoir, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une attente d'un résultat qu'on connaît, il n'y a pas tellement de surprises, et on peut raisonnablement l'espérer. On peut tous espérer ici qu'on va limiter le réchauffement climatique à, je ne sais pas combien de degrés. Et puis si vous dites on va limiter le réchauffement à 1 degré, ben, votre espoir est beaucoup moins rationnel que limiter à 3 degrés. Mais espoir, c'est, j'ai pas de surprise, je sais peut-être qu'on va le planter, mais on sait vers quoi on va. Espérance, c'est différent. Espérance, c'est on vient s'appuyer sur une espèce de force extérieure. Alors c'est là un problème, je trouve que c'est une vraie difficulté de la justice, c'est que si vous punissez sans espérer, votre punition n'est pas juste. Je veux dire, si je fais casser des cailloux, je n'espère rien. Si je apprends le théâtre pour qu'un jour il vienne quelque chose, alors effectivement j'espère. Donc il faut que j'espère pour être juste. C'est une condition, c'est pas Pinter qui disait ça, mais c'est une condition de possibilité de la justice. Il n'y a pas de neutralité en la matière. Sauf que le problème, c'est sur quoi vous fondez cette espérance. Alors, s'il y a des chrétiens dans la salle, j'imagine qu'il y en a un que j'ai regardé avec compréhension. Il y a au moins un chrétien. Statutairement, on peut dire qu'on peut faire cette hypothèse rationnellement. Alors, on peut espérer qu'il y ait des chrétiens. Mais ça m'étonnerait quand même beaucoup que la totalité de l'équipage soit chrétien. Or, la question, c'est sur quoi vous fondez une espérance laïque? En régime chrétien, sur quoi les gens fondent leur espérance? Sur la résurrection. C'est-à-dire que la vie est plus forte que la mort, donc les gens sont appelés à, ok, impeccable, si vous êtes chrétien, vous avez sauvé votre espérance, tout va bien. Mais vous n'êtes pas que chrétien, vous êtes citoyen. La question, c'est comment vous arrivez à en parler avec les gens qui ne le sont pas. Et entre nous soit dit, il me semble qu'il y a quand même un paquet de chrétiens dont l'espérance s'arrête aux portes des prisons, mais ça ne va pas polémiquer là-dessus aujourd'hui. Mais l'enjeu, c'est comment est-ce que ça devient quelque chose de laïque? Sur quel événement vous fondez ça? Et moi, la proposition que j'ai, c'est pour ça que je trouve le spectacle génial, et donc j'espère que le spectacle de Redouane Rajed sera de la même veine, mais l'hypothèse qu'on a, c'est que vous ne pouvez pas le fonder sur une culture, sur un événement considéré par les chrétiens comme vrai, mais par contre, en fait, probablement que le combat il est culturel. C'est-à-dire que si vous regardez, vous avez une médiatisation, une diffusion, une mise en image des procès et des arrestations. Jusqu'à la peine, on sait, jusqu'à la condamnation. Ce qui se passe derrière, on n'en sait jamais rien. On a éventuellement des documentaires pour essayer de nous montrer, oh là là, que c'est terrible, etc. Pas tous, mais le gros de la troupe. Mais en fait, on n'a jamais vécu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est condamné? On n'en sait jamais rien. Et il me semble que le challenge, c'est quand même de montrer que, ok, on peut dire sur telle chaîne d'info que le taux de récidive est énorme, le taux de récidive est énorme peut-être, mais il y en a quand même quantité qui, au bout d'un temps, même après avoir récidivé 4 fois, 5 fois, 10 fois, en fait, ils passent à autre chose. De cela,
ils sont complètement invisibles. Le challenge, me semble-t-il, si on veut fonder une espérance, si on ne veut pas la fonder sur une méthode Coué en disant bah ouais, il faut être sympa, faut espérer, parce que du coup, le premier attentat, votre sympathie, elle va être complètement ravagée. Si on veut la fonder sur quelque chose de crédible, il faut la fonder sur un renversement de ce côté-là, c'est-à-dire donner une certaine visibilité à ça. C'est pour ça que je crois que le spectacle est vraiment génial de ce côté-là, et qu'il faut travailler de ce côté-là à faire, en quelque sorte, à donner une parole à ceux qui commencent à s'affranchir de ça. C'est ça, me semble-t-il, qui pourrait être l'équivalent d'une espérance laïque, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde croit suffisamment rationnellement qu'il est possible qu'il soit porté en quelque sorte par que les condamnés puissent avancer en quelque sorte autrement. Donc tu as provoqué tes deux voisins, le magistrat sur l'espérance et le directeur de l'administration pénitentiaire sur le dos. Mais comme tu le connais suffisamment, tu as préparé ta réponse. Alors, les habitués du palais de justice ont été surpris de ne pas voir Roland Cuers. Effectivement, il a subi une intervention chirurgicale lundi. Voilà, il m'avait dit tu m'appelles mardi, peut-être j'irai bien. Mais comme je l'ai appelé hier, il souffrait quand même beaucoup. Donc, voilà, il n'est pas avec nous. Il le regrette et il me demande de le saluer, donc je le fais. Heureusement, j'en ai d'ailleurs parlé avec lui, j'ai tout de suite repris le téléphone pour appeler Jean-Marie Feuille-Noirter, qui était inscrit, qui avait déjà acheté son billet, donc merci. Et donc en plus, c'est un intervenant qui nous rapporte, et... Ah, oui, c'est ce que je dis, tu nous rapportes en plus. Alors, donc je lui ai demandé de venir s'asseoir sur la chaise qu'on avait prévue pour Roland, pour que la présence du siège soit assurée. Alors, simplement, Jean-Marie Feuille-Noirter, c'est une grande carrière de magistrat. Il me semble qu'au début, tu as dû te compromettre un peu au parquet, si j'ai bien compris. Voilà. Mais après, c'est un homme du siège. Voilà, il était juge des enfants, il a eu plusieurs postes, et il a terminé sa carrière avec la robe rouge, puisqu'il était président de cour d'assises de la Loire, puis de l'Isère. Voilà. Donc c'est un homme très qualifié, enfin, qui a une longue expérience, je ne sais pas s'il est très qualifié, mais il a une très longue expérience. Bon. Alors voilà, il y a un magistrat, on en parlait tout à l'heure, il me dit, mais c'est qui ce magistrat? Alors, voilà, moi j'ai un ami diacre qui est magistrat, comme quoi on peut être dans la justice et être diacre, très bien, qui a écrit que l'espérance du condamné dépend pour une part de ce que le juge saura lui manifester de la confiance qu'il a en lui dans l'expression d'une commune humanité. Ça ressemble à des choses que tu as dites. Alors, voilà ma question. Est-ce que la question de l'espérance, elle t'habite lorsque, dans le cadre du délibéré, mais aussi tout au cours de l'audience, tu discutes avec ceux qui sont avec toi pour choisir la peine que tu vas prononcer? Quelle place tu donnes à cette espérance? Encore merci d'avoir accepté au pied levé de venir. Bien. Je vous remercie. Vous m'entendez? Ça va? Bon. Oui, c'est assez délicat et difficile. Si vous êtes sûr d'avoir un chrétien, je suis sûr dans la salle d'avoir un certain nombre de magistrats que j'ai repérés, d'avocats également, qui ont l'habitude de l'audience, dont certains connaissent pour les magistrats les délibérés, et je vais parler devant eux. J'ai effectivement essayé de, en regrettant moi aussi de ne pas entendre Roland Cuers, on se connaît et on a une carrière un peu différente, mais on sait aussi s'apprécier certainement. J'essaierai de commenter ces deux phrases en parlant de deux temps principaux, l'audience et le délibéré. Alors d'abord, à l'audience.
je rappelle le texte qui est quand même un petit peu complexe, le texte de ce collègue. J'en parlerai d'ailleurs en disant que ma carrière professionnelle m'a marqué aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Et j'essaierai surtout de vous dire quelques mots sur l'acte de juger. C'est un droit, la prison. Acte de juger l'autre, acte qui est finalement complexe, difficile et voire osé. Alors le premier temps, l'audience. Je rappelle la phrase qu'a lue Raymond. L'espérance du condamné dépend pour une part de ce que le juge saura lui manifester, de la confiance qu'il a en lui, dans l'expression d'une commune humanité. Je vais essayer d'être simple à l'audience. L'attitude des juges n'est pas déterminée par la loi, finalement. Elle fait partie de la subjectivité de ce juge, de l'éthique qu'il se donne. Tout au plus, on trouve dans le code de procédure pénale une phrase: la procédure pénale doit être équitable. Peut-on rapprocher ce mot d'équité de l'humanité à l'audience? Quelle confiance le juge peut-il manifester à l'accusé? Y a-t-il une commune humanité entre le juge et l'accusé? Et pourquoi pas, dans des choses simples, dans des mots tels que appeler un accusé monsieur et non pas accuser le démon. Vous avez vu l'audience. Cela relève pour moi du respect de la personne devant le tribunal. Pour combattre la dénomination de monstre qui est utilisée dans la presse, voire par certains collègues. J'ai été marqué, c'est bien sûr, par la souffrance des victimes, par les conséquences de crimes sordides. Mon métier m'a montré que l'homme est capable du pire des actes possibles, justement parce qu'il est humain. Ma vie de tous les jours m'a appris aussi que l'humain, que l'homme, est capable d'actes d'héroïsme, ou comme certains tentent de le faire. Dans ces deux situations, ce sont les actes qui qualifient l'homme. Il n'y a pas de délinquant né, pour moi, comme certains tentent de le faire croire. L'homme, quel que soit son acte, n'est pas un prédateur, mot couramment utilisé pour des affaires judiciaires. Le prédateur évoque pour moi la proie de l'animal. On n'est plus là dans le registre de l'humanité. Micro débranché. Merci. Je considère effectivement que les mots sont importants. Manifester une confiance dans un accusé de meurtre, de viol en récidive, chose pas toujours facile. C'est prendre en compte, je pense, sa parole comme crédible, comme toute parole de chaque personne au cours de l'audience. Puis, de passer ces paroles au crible de l'intime conviction, que je ne peux pas développer ici, problème complexe mais important. C'est ne pas retenir automatiquement une condamnation antérieure comme un élément de culpabilité. Il est coupable parce qu'il l'a déjà fait. Avec le risque de se tromper, certes de condamner un innocent ou d'acquitter un coupable. Juger est un acte humain. Je pense encore aujourd'hui qu'il vaut mieux un coupable dehors qu'un innocent en prison, même s'il est difficile de soutenir cette idée dans le monde scientiste dans lequel nous vivons, dans le monde où le risque devrait disparaître. Jacques Fesch a été exécuté. Avait-il l'intention de tuer un policier? Est-ce un accident? Point d'interrogation. Deuxième temps, le délibéré.
Je relis la phrase qui m'était proposée. La question de l'espérance vous habite-t-elle lorsque vous discutez puis choisissez la peine que vous allez prononcer? On n'est pas seul, heureusement, et je pense qu'il est fondamental que nous soyons plusieurs à juger par rapport à nos subjectivités. Il y a une phrase qui me paraît fondamentale: juge unique, juge inique, avec tout le respect, bien sûr, de ceux qui actuellement sont amenés à être des juges uniques, et je l'ai été pendant mon temps de carrière de juge des enfants. Vous me demandez là, je parlais de délibéré, de violation du secret du délibéré, finalement. Bon, enfin, je n'ai pas trop peur de ça, même si on me l'a reproché dans ce documentaire qui a été diffusé jadis. J'ai cependant beaucoup réfléchi, car fixer la peine est une décision la plus difficile à poser. Pourquoi 2, 3, 4, 5, 6 mois, années, ainsi de suite. L'espérance de l'accusé, c'est la moindre peine. L'espérance du juge, avec une majuscule à espérance. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça a été un paradoxe. D'une part, reconnaître la culpabilité de l'acte, reconnaître la victime, prendre en compte l'homme jugé. J'ai compris que je parlais plus de la fonction que du sens de la peine. Mais je pense qu'il y a toujours ces idées qui sont dans le code pénal et que le juge applique, que le juge doit lire au juré, au début d'un délibéré. Donc, paradoxe entre cette reconnaissance de culpabilité et d'autre part, penser intimement que l'enfermement n'est pas la solution, tant pour les mineurs que pour les majeurs. Vous avez repris les phrases de ce que nous venons d'entendre. Je crois qu'il y en a plus d'une que j'aurais aimé relever sur ce qu'est l'enfermement. Je perds mon fil, excusez-moi. Ici, l'isolement de la société, les zones de non-droit qu'est la prison, la surpopulation due aux décisions judiciaires, malgré les efforts d'humanisation de la pénitentiaire. Troisième élément de mon paradoxe, j'ai choisi une fonction de juge où s'applique une loi qui donne le pouvoir d'emprisonner. Si j'avais été la peine de mort, je n'aurais pas accepté l'exercice. Pour résoudre ce paradoxe, il m'a fallu transiger finalement. Je l'ai peut-être découvert progressivement et peut-être après ma fonction. Aujourd'hui, je crois que j'ai transigé. Transigé en soutenant le plus souvent en délibéré la peine la moins forte possible, cependant acceptable pour la société et pouvant même surprendre le condamné. Et ce, dans le respect des avis des jurés, tout en les influençant, c'est vrai, et en éclairant, comme m'a dit un jour un collègue, les jurés citoyens. En parenthèse, je dirais en passant que ces jurés seront bientôt supprimés. Je trouve que c'est très dommage. Pourquoi cette transaction? Est-ce un laxisme condamnable? Peut-être. Plutôt une certaine espérance utopique de l'homme, en l'homme. J'ai en effet été profondément marqué par la fonction de juge des enfants, où finalement, et malgré tout, on espère dans ces jeunes qui souffrent de leur famille, voire qui délinquent, car pour la plupart, ils s'en sortent, et c'est là qu'une espérance en l'homme est venue pour moi. Je vous remercie. Merci. Alors, Christine. Certains connaissent Christine Coé pour ses engagements militants, politiques, voilà.
chacun reconnaît sa bienveillance, sa tolérance, sans respect pour les personnes. Ça n'étonnera personne si je dis ça, ici. Toute l'humanité dont elle peut témoigner, notamment dans ses interventions à l'audience, qui sont souvent très affectives, et ses plaidoiries, qu'elle intervienne pour défendre l'accusé ou les parties civiles. Alors, j'ai pu lire que ton capa est monté un petit peu, que ça fait une quarantaine d'années, si j'ai bien compris, que tu es avocate. Donc, tu excuses un peu la délicatesse de ma part, mais c'est pour dire que c'est au long des nombreuses années où tu as traîné ta robe noire dans les différents palais de justice que je t'interroge ce soir. Je voudrais te parler, que tu nous parles de l'accompagnement des personnes détenues pour de longues peines, de la détention provisoire jusqu'à la levée d'écrou, en passant par les différentes demandes d'aménagement de peine. Est-ce que tu y perçois, est-ce que tu y as perçu des espaces d'espérance? Ça, c'est ma première question. Et puis d'abord, et puis la deuxième qui en découle, c'est sur quoi ces espaces d'espérance se fondent? Est-ce que toi, tu y as été associé comme avocat? Est-ce qu'un avocat peut même être à l'origine de cette espérance? Voilà. Je sais que la sensibilité nous est précieuse. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette invitation et puis merci pour l'organisation d'une telle soirée qui nous permet de nous rappeler un petit peu cette humanité qui nous constitue tous, qu'on soit enfermé là, qu'on soit sur les gradins. Merci pour cette pièce aussi qui est bouleversante, qui a été magnifiquement interprétée et puis justement parce qu'elle nous rappelle cette commune humanité que nous avons. Et puis merci aussi parce que, comme l'a dit Jean-Louis, le thème de cette soirée m'a permis de faire un retour sur 40 ans de ma vie et de retrouver dans mes archives mes tout premiers permis de communiquer qui me permettaient d'aller en prison, visiter les détenus et puis assurer autant que je le pouvais leur défense. Mais en repensant à toutes ces personnes, à ces foules de visages, à ces foules de moments de vie que j'ai partagés avec eux, il y avait aussi une certaine frustration parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ces personnes, lorsqu'elles sortent de prison, elles ne viennent plus nous voir. Comme si elles avaient besoin peut-être de tourner une page, de passer à autre chose, et parce qu'on les a accompagnées dans un temps de vie très pénible pour eux, eh bien, ils souhaitent éventuellement nous oublier. Quelques-uns quand même reviennent, tout fiers de nous amener leur épouse, leurs enfants, un petit bout de contrat de travail, un petit bout de contrat d'intérim, c'est pas grand-chose, mais pour eux c'est très précieux parce que c'est le gage d'une vie autre qui peut commencer pour eux. Ça me paraît très très important. Alors oui, dans ce parcours qui m'amène à cheminer avec ceux qui vont être détenus pour longtemps, donc particulièrement les criminels, ou bien ceux qui sont poursuivis pour les délits les plus graves, eh bien oui, il y a quelques petites pépites d'espérance. C'est parfois très fragile, c'est parfois infiniment petit, mais ça existe. Et dans ce parcours, eh bien, le premier moment que nous allons vivre avec celui qu'on va assister, c'est le moment où il entre dans un commissariat, où il est traîné, parfois dans un commissariat, comme on l'a vu au début de cette pièce, où il a été malmené suite à des faits et des actes aussi parfois abominables qu'il est commis. Il va être amené dans le commissariat et la première personne qui le rencontre et qui va poser sur lui un regard qui le garde dans l'humanité, c'est son avocat. Parce qu'il a rencontré des policiers qui l'ont probablement malmené parce qu'il a fallu l'arrêter, et parfois dans la violence et dans la force, et ça, il ne m'appartient pas d'en parler ici, évidemment, mais cette première personne, l'avocat, va avoir un temps avec lui d'intimité, dans un endroit secret, dans un endroit où il va échapper à tout ce qu'il a vécu jusque-là, et l'avocat est là pour recueillir
pour recueillir ces premiers mots, des mots qu'il va poser sur les actes qu'il a commis, ou pas, il n'aura peut-être pas les mots, ou des actes qu'il n'a pas commis. Et ça, c'est important pour nous autres avocats, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à comprendre ce qui a pu amener la personne qui est en face de nous à commettre les gestes qu'il a commis, et puis à comprendre peut-être aussi ce qu'il a fait tomber, et ce qui va peut-être pouvoir le faire relever. Donc ce temps est très important. Et puis il s'ensuit après d'autres moments, ce début d'instruction, ce début d'enquête, où là encore, il va y avoir des moments que celui qui nous est confié ne comprend pas toujours. Il y a des rendez-vous avec la police, avec des experts, avec des médecins, avec des juges. Et puis tout d'un coup, le silence. Le silence qui s'abat sur ce détenu. Le silence de la justice, je peux vous assurer qu'il est parfois très pénible, qu'il est parfois très long et qu'il est parfois totalement incompréhensible. Et pendant ce temps-là, eh bien, celui qui nous est confié va se retrouver comme abandonné. Il va penser même qu'on l'a oublié dans un placard ou qu'on l'a oublié sous une pile de dossiers. Ça, c'est un temps très très difficile. Et l'avocat a un travail énorme à ce moment-là, qui est parfois difficile et que certains avocats fuient, et je les comprends. C'est d'aller à la prison et de dire « j'ai pas de nouvelles, j'ai pas vu le juge, il m'a pas répondu, la commission rogatoire n'est pas rentrée, l'acte n'est pas revenu ». Et là, effectivement, c'est très difficile de garder quelques pépites d'espoir ou d'espérance dans un tel silence. Parce qu'il faut savoir que, se superposant à ce silence, il y a quoi? Il y a la détention. Et que cette détention, c'est pas un voyage touristique en 4 étoiles. C'est pas ça, la détention. Il y a un professeur de médecine qui s'appelle le professeur Daniel Gonin, que les plus vieux ont bien connu, qui était expert auprès de la cour d'appel et qui venait témoigner régulièrement dans les procès, et qui a écrit un livre remarquable sur la prison qui s'appelle « Le froid pénitentiaire ». Et dans ce bouquin, il décrit, parce qu'il a beaucoup vécu, qu'il a beaucoup examiné les détenus, il décrit la dégradation. Il décrit la dégradation de l'être humain, mais pas seulement physique, et également psychique. Il décrit la période de dépression qui va survenir quelques semaines après l'incarcération et qui reviendra à période régulière dans son mouvement un petit peu de vague, hein, de haut et de bas, que le détenu va rencontrer. Donc des moments où ça va être très dangereux, il va falloir surveiller particulièrement ce détenu qui pourrait avoir des gestes auto-agressifs mais également hétéro-agressifs. Et puis il va décrire également la dégradation, la lente dégradation du physique. C'est-à-dire qu'un être humain n'est pas fait pour être dans une cage ou dans une cellule, même si, bien évidemment, l'incarcération et les prisons ont fait des progrès énormes par rapport à ce que Jacques Fesch a pu connaître, c'est évident. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une dégradation. Cette dégradation, ça va atteindre les sens même de ce qui nous permet à nous d'être en contact avec les autres humains. Par exemple, l'odorat va se modifier. Pourquoi? Parce que la prison, c'est une odeur. La prison, elle n'a pas le parfum de la rose. Hein. Donc, l'odorat va s'habituer à ne sentir plus qu'une odeur, souvent mauvaise quand même, il faut le dire. Il va y avoir le goût qui va se dégrader, parce que le détenu va s'habituer à ne manger plus que de la nourriture des grandes collectivités, tout est bouilli, tout est cuit et archi-cuit, il ne mangera plus que ça. Et puis, il va y avoir l'ouïe qui va se dégrader. Pourquoi? Parce que la prison, c'est un bruit. On l'a un petit peu entendu tout à l'heure, des bruits de verrous qui s'ouvrent, qui se ferment, des portes en ferraille qui se claquent, des hurlements. Moi, pour y être allé dans les parois, je peux vous dire qu'on entend parler très très fort, et ça parle très fort, et ça hurle d'une cellule à l'autre, d'un étage à l'autre. C'est ça aussi la prison. Et puis un regard qui s'habitue à ne plus voir très loin, parce que c'est un regard qui ne peut plus regarder l'horizon, puisqu'il est tout le temps gêné par les murs. Voilà ce que c'est que la prison. Voilà ce que vivent les gens qui sont détenus. Et quelle qui espérance Quelle espérance Et quelle espérance? Eh bien, l'espérance, elle va être apportée par des visites, et ça, on vous en parlera. Et puis parfois, la porte qui s'ouvre
sur un parloir, sur une famille qui rend visite, et puis justement, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la présence d'un avocat. Parce que l'avocat, il n'est pas là, et ça c'est important pour la personne détenue, l'avocat, ni il juge, ni il condamne. L'avocat, il est complètement du côté de celui qu'il défend. C'est pas pour autant que l'avocat admet l'acte, admet le geste abominable qui a pu être commis. Pas du tout. Mais on fait la distinction entre ce geste qu'il va falloir que la société juge et porte son regard et prononce une peine, et puis l'homme et l'être humain qu'il a commis. Voilà ce que c'est l'accompagnement. Et la petite porte d'espoir, c'est parfois l'avocat qui va aider comme il le peut. Oui, allez, on a espoir, on va essayer de déposer une demande de mise en liberté pour telle et telle raison, parce qu'il y a un boulot, parce qu'il y a une femme, parce qu'il y a des enfants qui naissent, parce que plusieurs raisons. Alors, un petit peu d'espoir, et on se bagarre pour une demande de mise en liberté, on se bagarre pour avoir un boulot dans la prison, on se bagarre pour avoir un soin qui n'est pas attribué. Voilà, tout plein de petits espaces comme ça, qui fait que le détenu a le sentiment qu'il n'est pas totalement oublié au fond d'une cellule. Et ça me paraît important, c'est un petit espoir d'espérance. Et puis, arrive le moment attendu et craint, le moment du procès. Et là, pendant des heures et pendant parfois des jours, on va être dans la cellule, dans le parloir, avec le détenu, et on va le préparer, et on va imaginer les questions qui vont être posées, et on va mouliner comme ça plein de choses. Mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est important pour les détenus, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, l'avocat est de son côté, et qu'il va être nécessaire de tisser entre l'avocat et la personne qui va défendre, la personne qui lui confie, un lien très très fort de confiance. Parce que les assises, c'est un temps quand même qui est particulier. Je peux vous dire qu'en tant qu'avocat, quand on se lève pour plaider aux assises, on a vraiment un sentiment d'une extrême solitude. Et on a vraiment le sentiment d'avoir la terre entière contre nous. Vraiment. Mais on est là aussi pour faire comprendre aux jurés que, avec tous ces éléments de vie dont nous sommes porteurs, avec tous ces événements de vie, il faut qu'on arrive à faire aux jurés à se faire poser la question: si j'avais eu cette vie, si j'avais eu tels événements dans ma vie, si s'était passé ce qu'il s'est passé dans la vie de cette personne qu'on va être amené à condamner, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Non pas pour y répondre forcément à cette question, mais au moins se poser la question. Moi, je peux vous dire qu'après 40 ans de défense de ces personnes, je me dis que, effectivement, parfois, ça ne tient à pas grand-chose. La vie, elle peut basculer en une fraction de seconde, et elle peut basculer du côté criminel. Ça, je l'ai appris effectivement, et le but de la plaidoirie aux assises, c'est ça, c'est de faire comprendre, de se faire poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on ferait nous. Alors, le détenu, il a besoin, la personne qui est derrière nous, a besoin de l'entendre. Parce qu'en entendant ces mots, elle reste dans l'humanité. Elle sait qu'il y a un espoir pour elle. Parce que d'autres peuvent comprendre. Et parce que d'autres, peut-être à sa place, ont commis des choses aussi, peut-être. C'est des questions. Et tout est une question et permet peut-être d'évoluer. Alors, ce que je voudrais dire aussi par rapport au procès, et ce qui est là vraiment, me semble-t-il, un espace d'espérance. Vraiment, j'ai vu des procès miraculeux, je dois le dire, où il y a eu un tel travail de maïeutique effectué par tous les intervenants, tous ceux qui avaient quelque chose à dire, mais que ce soit du côté de la partie civile, du côté de l'accusation, du côté des présidents, et j'en ai connu, je ne veux pas atteindre la modestie de Jean-Marie Fayol-Martel, il était de cela, et de notre grand président qui m'a énormément appris, c'est Jean-Louis Gouverneur, qui était effectivement dans cette volonté de travailler, de faire travailler ce qui se disait, des paroles qui se disaient, qui se chantaient, et qui faisait qu'à la fin, eh bien, il y avait un accusé qui reconnaissait le mal qu'il avait fait.
il y avait une victime qui se savait reconnue par l'accusé dans sa souffrance, et là, ça représentait un socle pour se construire, et du côté de la victime, et du côté de l'accusé. J'en ai défendu aussi beaucoup de victimes. Et ce que je peux dire pour terminer, c'est qu'une victime reconnue, elle comprendra que la peine ne doit pas être infinie. Un accusé qui a compris lui aussi ce qu'il en était de sa victime, du mal qu'il a pu provoquer, comprendra le sens de la peine. Et un juge courageux qui comprendra qu'il y a forcément une nécessaire adaptation de la peine à l'être qui comparaît avec toutes ses particularités, et une société qui comprendra que le côté, il faut un côté plus curatif là, le lapsus, c'est un côté plus curatif que répressif avec une sanction. Et bien ça, c'est vraiment l'espoir qui nous porte. Plus que l'espoir, comme l'a dit tout à l'heure M. Carnat, l'espérance qui nous porte. Merci. Voilà. On peut signaler quand même que Maître Coué a transmis sa passion dans sa famille, puisqu'il est arrivé en retard tout à l'heure, c'est pour ça que je le donne d'abord. Le nouveau bâtonnier de l'ordre, son fils, Maître Paquet Coué. Merci d'être avec nous aussi. Merci d'avoir évoqué Jean-Luc aussi, c'est gentil, c'est bien. Jean-Luc Gouverneur, qui fut un grand président de Cour d'assises de la Loire. Voilà, alors on va se retourner vers Paul Schwarm. Je voudrais quand même dire en introduction que j'ai un très grand respect pour avoir passé quand même quelques années en prison. Je vais vous laisser réfléchir de quel côté j'étais. J'ai un très très grand respect pour les personnels pénitentiaires. Parce que les juges mettent les gens dans les prisons, les élus votent pour décider de ce que doit être la prison, et après, il revient aux personnels pénitentiaires de gérer. Et je crois que c'est un métier très très difficile, qui demande beaucoup d'humanité dans des conditions souvent épouvantables. Alors, Paul Schwarm est je ne contredirai pas, un pur produit de l'administration pénitentiaire, avec quand même un petit temps d'infidélité. Il faudra quand même qu'on le dise. Voilà, j'ai connu Paul Schwarm quand il était directeur de la maison d'arrêt de la Talaudière. Vous voyez qu'il en est passé du monde à la Talaudière, hein, comme vous voyez. Voilà. Et ensuite, il a été, entre autres, directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Peut-être un nom qui me dit quelque chose, ça. Hein. On disait que c'était la plus grande prison d'Europe, je crois que c'est toujours ça. Et ça fait combien de détenus 5000. Voilà. Ça existe, hein, c'est chez nous, ça. Hein. Voilà. Alors, il est aujourd'hui directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire qu'il coordonne 19 établissements pénitentiaires. Alors, je faut quand même que je dise un petit mot de ton infidélité à la pénitentiaire. Il a été, dans un temps très récent, il a exercé la fonction de magistrat comme vice-procureur de la République près du tribunal judiciaire de Vienne. Mais comme on revient toujours à ses amours, eh bien maintenant il est revenu à la pénitentiaire, mais ça lui a donné une expérience supplémentaire. Alors voilà, donc Bertrand Kasmarek nous a parlé de la conception qu'on peut avoir de la peine. Toi, on va te demander quand même ce que le Code de procédure pénale te charge d'appliquer. Voilà, parce qu'on n'est pas à son compte. Voilà. Il y a des élus de la République qui ont décidé de ce que tu dois appliquer. Voilà. Alors, ça qu'il faut qu'on ait cette information objective. Et puis après, si tu peux nous dire un peu à l'intérieur de ces règlements et de ce cadre, quelle place on peut laisser
à l'espérance, tout simplement. Merci Paul. Bon, l'administration pénitentiaire n'est jamais tout à fait à la fête dans ce genre de soirée. Mais nous y sommes relativement habitués. Donc, tu as évoqué mon parcours et j'en profite pour saluer la présence de Paul Michel qui m'émeut ce soir, puisque Paul Michel, procureur général honoraire et ancien procureur de la République de Saint-Étienne à l'époque où j'étais chef d'établissement de la maison d'arrêt de la Fallopière et qui a joué un rôle prépondérant dans mon orientation professionnelle et dans ma capacité à embrasser les fonctions de magistrat comme tu l'as indiqué. Alors je ne vais pas répondre tout à fait à ta question, mais je ne suis pas le seul depuis le début de la soirée. Mais il faut bien qu'on fasse semblant. Notamment, j'avoue que la lecture du texte du code de procédure pénale, sachant que j'ai 8 minutes, c'est quand même un peu pénalisant. Je fais bien une observation rapide parce qu'en 8 minutes c'est court. Je vais dire les choses de façon assez symbolique. Rappeler en introduction les limites auxquelles est confrontée l'institution pénitentiaire lorsqu'il s'agit d'espoir ou d'espérance. La première d'entre elles, sachant que l'espoir repose sur des ressorts individuels, est lié à la capacité de l'administration pénitentiaire à proposer des raisons d'espérer à des personnes qui sont entravées par leur état psychique, ou dont la désespérance est avant tout métaphysique, et nous en avons quelques-uns dans nos murs. Une autre observation, c'est que les inégalités qui marquent le fonctionnement de la société, au sein de la société, la capacité des personnes à atteindre des objectifs ou se nourrir d'espoir, on la retrouvera aussi au sein de nos détentions, même si notre institution est très englobante, et j'ai presque envie de dire paradoxalement, d'autant plus si notre institution cherche à donner une part de liberté, d'autodétermination dans un système très contraint. Je dirais simplement, et je n'ai pas le temps de l'expliquer dans les détails, qu'il n'y a pas qu'une réalité pénitentiaire, il y en a plusieurs. Très schématiquement, il faut distinguer très nettement la situation des maisons d'arrêt, et particulièrement les maisons d'arrêt pour hommes, où nous avons actuellement dans la région 5300 hommes hébergés pour 3600 places, et la situation des centres de détention, maisons centrales, centres de sous-liberté, quartier femmes, quartier mineurs, où nous n'avons pas du tout la même situation critique en termes de surencombrement. Nous avons en gros quand même, et on a quelques raisons de s'en réjouir, 2000 personnes sur les 7400 qui vivent une vie qu'on pourrait considérer presque comme normale en prison, c'est-à-dire pas particulièrement surencombrée, ni vétuste, puisqu'aujourd'hui 75% de nos personnes détenues sont hébergées dans des établissements de moins de 30 ans dans notre région. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Saint-Étienne, qui traverse encore des périodes extrêmement difficiles en termes de dignité des conditions d'hébergement. Il y a un nœud dans la problématique qui est posée pour l'administration pénitentiaire sur la question de l'espoir, puisque l'objet de la prison est quand même de créer une rupture avec des comportements qui sont jugés dysfonctionnels ou incompatibles avec la préservation du corps social. Et l'espoir, lui, implique inversement une orientation, une trajectoire, et il y a fort à parier que cette trajectoire sera percutée gravement par la rupture que représente l'incarcération. Par ailleurs, il me paraît aussi intéressant de s'interroger sur l'opportunité de l'espoir s'il doit conduire à l'inaction. C'était très bien abordé au début de la pièce, et Bertrand est revenu aussi sur ce point. Si l'on postule que l'homme est inactif tant qu'il sait qu'il a une issue, on peut légitimement poser la question suivante, dans le contexte d'une sanction nécessairement temporaire: en détention, l'espoir fait vivre, mais peut-il faire avancer? Et l'espoir fait vivre, on ne prononce plus la peine de mort en établissement pénitentiaire, on n'a plus de condamnés à mort, comme l'illustre la pièce qu'on a pu voir tout à l'heure, mais nous avons tout de même 10 à 20 personnes qui mettent fin à leur jour chaque année, bon an, mal an. Ce ne sont pas des chiffres qui sont très impressionnants, 10 à 20 personnes par an dans les 19 établissements de l'interrégion, mais ça en fait quand même 34 depuis que j'ai pris mes fonctions le 28 juin 2021. Et ça en fait environ 420 dans notre région depuis que j'ai débuté dans l'administration pénitentiaire au début des années 90. 420 personnes, c'est plus que la population hébergée aujourd'hui à la maison d'arrêt de la Palaudière. Ça donne un petit aperçu de l'ampleur de ce phénomène.
Donc, j'essaierai de répondre à deux questions. L'administration pénitentiaire est-elle en capacité de remplir cette fonction de rupture tout en proposant à la personne détenue les conditions permettant de maintenir ou de créer l'espérance? Et comment l'institution peut-elle favoriser un espoir tourné vers la mobilisation et l'engagement? Deuxième étape du projet. Pour ma part, les deux éléments qui me paraissent essentiels pour installer en détention des conditions qui laissent une place à l'espoir, c'est en premier lieu la sécurité. Et en second lieu, la confiance. Alors la sécurité, il faudrait bien plus que 8 minutes pour traiter la question de la sécurité en établissement pénitentiaire. Et là, on évoque essentiellement la sécurité des personnes qui y sont hébergées. L'administration a produit des efforts considérables et elle est devenue plus intelligente sous certains aspects en diversifiant ses capacités de prise en charge. On a créé des unités pour des détenus violents, on a créé des unités pour des détenus qui sont atteints de troubles psychiatriques, les UHSA, c'est leur terme. On a créé des unités pour la prise en charge ou l'évaluation de la radicalisation et on a diversifié ces modalités de prise en charge. Malheureusement, la situation des maisons d'arrêt, particulièrement les maisons d'arrêt des hommes, rend très difficile pour les agents de réguler les tensions et la violence en établissement. Et ça reste une constante qui nous est rappelée très régulièrement dans le fonctionnement des établissements. Au-delà de cette question de sécurité, lorsqu'elle peut être assurée, se pose la question de la confiance. Comment établir un lien de confiance dans une institution qui a quand même un caractère totalitaire et au sein d'un microcosme qui, par nature, ressort de la contrainte. L'administration, là aussi, a beaucoup évolué ces 30 dernières années. Elle s'est un peu disloquée dans son aspect totalitaire, puisque à une époque, on faisait absolument tout en prison, y compris soigner les personnes détenues. J'ai croisé au début de ma carrière des surveillants qui avaient porté la blouse blanche et qui avaient assisté le médecin dans des actes médicaux. Ça a existé. On faisait la cuisine, on faisait absolument tout. On a professionnalisé les interventions. La santé a été confiée à l'hôpital public depuis 1994. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation se sont libérés aussi de la double tutelle des juges d'application des peines et des directeurs d'établissements pénitentiaires. Et on sont venus enrichir en fait le réseau partenarial qui intervient à l'intérieur en toute indépendance et en toute autonomie, comme l'éducation nationale ou des entreprises privées au sein de la gestion des fonctions principales des établissements. Donc, l'objectif de cette dislocation de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte que les dispositifs de droit commun s'appliquent dans la majorité des cas et à chaque fois que c'est possible. Avec un risque néanmoins non négligeable de repli de l'administration pénitentiaire sur ses fonctions régaliennes, de garde et de sécurité. Et cette question aussi de l'extension du domaine de la violence et notamment des moyens de contrainte et des techniques d'intervention. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet-là, et notamment de l'influence des armes de neutralisation momentanées qui font leur apparition désormais. La confiance, elle repose aussi, à mes yeux, sur des raisonnements tout à fait rationnels et la nécessité de la transparence et de la lisibilité du contrat que représente la détention dès le début de l'incarcération pour la personne détenue. Et là, il faut bien admettre que l'encellulement individuel est son principe qui est affirmé par la loi depuis 1875 et jamais respecté depuis, est quand même un sacré coup de canif dans le contrat de confiance qui est signé au moment où on accueille les personnes détenues. Et la confiance, elle repose aussi sur cette capacité d'avoir des traitements équitables, lisibles, compréhensibles sur l'accès à tous les dispositifs de travail, de formation, aux activités, au maintien des liens familiaux. L'émergence du droit, évidemment, est essentielle. Le droit a beaucoup progressé en prison depuis des années. On a une loi pénitentiaire depuis 2009, on a un code pénitentiaire depuis 2022. Mais je suis aussi très lucide, et je cite souvent auprès de mes équipes cette phrase de Benjamin Constant, qui s'applique très bien aussi aux magistrats du parquet, qui disait « Ce qui préserve de l'arbitraire, c'est l'observance des formes. Ce qui remédie à l'arbitraire, c'est la responsabilité des agents. » Et ça reste très vrai dans notre administration pénitentiaire, et je suis personnellement convaincu que l'administration sera plus sûre si elle est plus juste, et qu'elle sera plus juste si elle est plus humaine. Si on arrive à réunir ces deux conditions de sécurité dans un premier temps et de confiance,
on ouvre des espaces, et M. Coué l'évoquait il y a quelques minutes, pour essayer de mobiliser les personnes détenues sur des projets, sur des choses qui peuvent porter leurs espoirs et leurs espérances, de façon à éviter un sentiment d'impuissance face à un destin inexorable. Et il faut bien reconnaître que de ce point de vue-là, l'administration pénitentiaire a aussi une inertie et une puissance considérable qui peut être perçue comme très décourageante par les personnes qui nous sont confiées. Donc à chaque fois qu'on a la possibilité de donner des accès à la liberté depuis la détention, que ce soit à travers le parcours d'exécution de peine, le parcours d'aménagement de peine qui se construit avec le service pénitentiaire d'insertion de probation et les magistrats, et de mobiliser les personnes détenues sur l'avenir et sur des projets, à travers notamment des établissements de réinsertion active, comme c'est le cas du centre pénitentiaire de Rion depuis quelques années, la structure d'accompagnement vers la sortie qui va ouvrir à Valence, qui a ouvert, qui a accueilli ses premiers détenus à Valence il y a quelques jours, ou les modules respect en établissement comme Rion également. Ce sont des vecteurs et des leviers qui nous permettent d'entretenir une mobilisation, une projection dans l'avenir et un espoir. On retrouve aussi une prise de responsabilité, l'accès à certains postes de travail, comme les auxiliaires d'étage, les contremaîtres aux ateliers, voilà, qui permettent de construire un parcours et de positiver. L'identification ensuite d'objets d'espoir propres à chaque personne détenue, c'est l'objectif un peu final en établissement, qui rejoint d'ailleurs l'autre réalité pénitentiaire, et je pense à Yves Perrier, qui a défendu l'action de l'administration pénitentiaire en milieu ouvert, puisque au niveau national, nous avons, enfin au niveau interrégional en tout cas, nous avons 20 000 personnes qui sont suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation sans être en établissement pénitentiaire, il faut le rappeler. On est dans cette même logique de créer ce moment de rupture comme une opportunité de créer un espace de réflexion et de recul pour la personne condamnée, dans le cadre de sa préparation à la sortie. Mais la première étape, c'est de consolider les facteurs de protection. Et il paraît absolument essentiel, et on rejoint la prévention suicide que j'évoquais tout à l'heure, de le faire dès le début pour éviter de détruire les facteurs de protection qui comptent tellement pour la personne qui arrive en établissement pénitentiaire. Et là aussi, je veux dire que l'administration pénitentiaire a su évoluer, alors lentement. On a créé les équipes régionales d'intervention et de sécurité au début du siècle, les ERIS. Je ne sais pas si, pour ceux qui le savent, mais ERIS de la mythologie grecque est la déesse de la discorde. C'est assez surprenant d'avoir choisi cet acronyme pour les ERIS. Et Eros, en revanche, a mis du temps à entrer en prison, mais on a quand même créé les UBF, on a mis des années, mais on a pu permettre quand même à des familles de se réunir dans des lieux dignes et avoir des relations normales. Et je prendrai un autre exemple que celui-là, parce qu'il me paraît assez frappant dans ce décalage qui peut exister entre ce qui peut paraître comme une bonne volonté de l'administration pénitentiaire et la difficulté d'aller jusqu'au bout de sa logique. C'est l'accès aujourd'hui au numérique et à Internet. L'administration pénitentiaire y travaille, nous installons des tablettes de détention, nous avons installé des cabines téléphoniques dans toutes les cellules de tous les établissements, mais nos personnes détenues sont très attachées à l'usage du téléphone portable, et on le comprend, et à accès à Internet notamment. Il y a une vraie fracture numérique, on prétend vouloir préparer la sortie, mais en même temps, on empêche les personnes détenues, on leur interdit d'avoir accès à Internet, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, toutes les démarches qu'on peut faire passent quasiment par l'accès à Internet. Et je terminerai sur cet exemple parce qu'il est assez frappant. Nous accueillons aujourd'hui 1300 personnes détenues qui sont âgées de moins de 23 ans, c'est-à-dire qu'elles sont nées après l'an 2000 et qu'elles ont grandi avec le numérique. Et quand elles arrivent en prison, on leur coupe le numérique, en tout cas on essaie de le faire. On est le seul pays d'Europe de l'Ouest quand même à essayer de brouiller les communications téléphoniques en établissement pénitentiaire. Il n'y a aucun autre pays d'Europe de l'Ouest qui s'est essayé à cette rupture numérique. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots rapides. Évidemment, la dernière étape, c'est l'opportunité d'une individualisation de la réflexion autour de l'espoir et avant tout
d'essayer de ne pas penser à la place de la personne détenue. L'institution pénitentiaire induit énormément de comportements. Elle a une puissance à induire des comportements qui est assez impressionnante dans une relation asymétrique, mais en même temps dans une infériorité numérique assez impressionnante, puisque dans les établissements de notre région, il y a 40 à 50 surveillants qui peuvent prendre en charge 400, 600, 750, 800 personnes détenues simultanément. Et on a toujours le droit de se demander quand même pourquoi ça continue à fonctionner. Mais au-delà de cette prise en charge un peu massive et un peu stéréotypée, on a développé aussi des outils au sein de notre administration pour induire cette réflexion individuelle, cette évaluation par la personne détenue de son parcours, d'où il vient, d'où il peut aller, des évaluations concertées avec les professionnels dans des programmes comme Césure par exemple, qui sont développés aujourd'hui en établissement, pour définir les priorités, les objectifs, les espoirs de la personne détenue et in fine leur identité. Je vous remercie. Merci de nous avoir donné quand même beaucoup de précisions sur tout ce travail d'humanisation et de prise en compte des personnes dans une institution qui est beaucoup décriée et dont on peut témoigner qu'elle agit beaucoup pour être à la hauteur de la charge qui lui est confiée et dans un cadre qui est peu défendu par la société. Alors, on va terminer avec Bruno Lachnitt, qui est l'aumônier général catholique, aumônier national catholique des prisons. Alors, pour avoir exercé cette charge moi-même pendant quelques années, je peux témoigner que ça donne un regard panoramique important sur le monde carcéral. Alors, Bruno, tu es diacre, je trouve ça très bien. Tu es diacre du diocèse de Lyon. Alors là, je dirais que tout le monde ne peut pas être diacre du diocèse de Saint-Étienne. Voilà, c'est tout. Alors, plus sérieusement, tu interviens aussi dans l'aumônerie de la maison d'arrêt de Corba. Et chaque année, alors ça, quand notre ami Bertrand Kasparek l'a dit tout à l'heure, vous devez vous croiser, j'imagine, sur les chemins de Saint-Jacques, parce que c'est aussi ton expérience annuelle avec des personnes détenues. Voilà. Alors, il nous a semblé important de te laisser la dernière parole pour articuler ces deux temps de notre soirée, entre ce qu'on a vu ici, dans ce cadre fermé, et puis ce qu'on a essayé de développer ici, un peu en silo. Hein. C'est vrai que, on dira peut-être ça en conclusion, ça aurait été bien qu'on puisse dialoguer, mais c'est le temps qui manque. Hein. Donc, il y a eu des discours un peu les uns à côté des autres, mais pour nous tous, c'est quand même des informations fortes qui nous invitent à réfléchir et dont on pourra continuer à parler. Voilà, alors, le Code de procédure pénale, qui est quand même la Bible de la vie en prison, la Bible fondatrice, on va dire, situe l'aumônerie catholique des prisons dans le chapitre sur la réinsertion. C'est assez curieux, c'est-à-dire qu'on considère que la vie spirituelle fait partie de la réinsertion. Alors pour en avoir échangé un peu là-dessus, je sais que tu ne veux pas la résumer à ça, je l'espère bien d'ailleurs, mais ça veut dire quand même quelque chose. Voilà. Ma question, elle sera plutôt comment la vie spirituelle en prison peut-elle faire naître, puis nourrir l'espérance. On te laisse terminer ces propos, et puis après, on annoncera la suite. Alors, merci. Alors, j'ai bien compris que votre peine est votre siège et votre espérance le buffet qui vient. Je m'engage à tenir le temps qui m'était imparti. Alors, la présence des aumôneries en prison est, d'après la loi, la condition d'exercice d'un droit constitutionnel qui est le droit de pratiquer le culte de son choix. Et la note du 16 juillet 2014, qui est relative à la pratique du culte en détention, stipule que le fondement légal des services d'aumônerie et de leur prise en charge par la personne publique se justifie par l'obligation de permettre aux personnes privées de leur liberté de pratiquer leur culte. Et donc le chapitre
dans lequel le Code de procédure pénale place les aumôneries ne me semble pas définir la nature ni le sens de leur place en détention. Et d'ailleurs, dans le Code pénitentiaire qu'évoquait Paul Bouchouard, la pratique du culte est dans le livre 3, qui est consacré aux droits et obligations des personnes détenues, et pas dans le livre 4, dont l'objet est précisément l'aide à la réinsertion. Bon, voilà. Donc, et la pratique d'un culte me semble relever d'une certaine gratuité, la gratuité d'un rapport à une transcendance, sans en chercher quelque bénéfice que ce soit. Et d'ailleurs, il est à cet égard important, me semble-t-il, que le fait de pratiquer ou pas un culte en prison, de voir ou pas l'aumônier, ne va pas enlever ou rajouter une heure à la durée de la détention. Voilà. Qu'un détenu voit l'aumônier ou pas, ça ne changera rien. Pour la durée. J'espère que ça changera d'autres choses. Et c'est parce qu'il y a cette gratuité fondamentale, me semble-t-il, qu'il peut, par surcroît, y avoir parfois quelques effets sur la réinsertion. Je trouve donc que cette question de la réinsertion est très réductrice, d'autant plus après un spectacle où on a porté la parole de quelqu'un qui n'avait aucun espoir de réinsertion, puisque l'issue était malheureusement sans appel. Et puis, comme le thème retenu est la peine et l'espérance, il me semble que l'aumônerie a quelque chose d'autre à dire sur la question de l'espérance que la seule question de l'insertion, même si elle peut y contribuer à la marge, et notamment à travers la semaine de Compostelle, je dirais peut-être un mot tout à l'heure. L'homélie de Monseigneur Leborgne, évêque de Arras, aux funérailles de Dominique Bernard, cet enseignant assassiné récemment, posait la question: que nous est-il permis d'espérer? Et cette question, comme aumônier, nous l'entendons en filigrane dans la plainte de nombre de personnes détenues que nous écoutons. Elle peut se poser dans ce temps long qu'évoquait ma voisine tout à l'heure, souvent trop long, de l'attente interminable de l'instruction, où il ne se passe rien, et où la personne peut avoir le sentiment d'avoir été oubliée là, entre quatre murs. Elle peut être entendue, cette question, au moment de la condamnation, au retour du jugement, dans l'accompagnement de quelqu'un qui a pris une très longue peine et n'arrive plus à se projeter. Elle peut être entendue dans l'expression d'une culpabilité trop lourde à porter, quand les victimes trouvent leur place dans le cheminement fait au cours de la peine. Elle peut aussi être entendue avant de sortir, dans l'inquiétude d'un retour dans un monde où on n'est pas sûr de trouver sa place, en tout cas pas celle qu'on souhaiterait, et où on mesure qu'on aura toujours cette étiquette de sortant de prison qui nous collera à la peau. Il me semble que l'aumônerie peut accompagner cette question et l'ouvrir sur un horizon plus vaste que la seule réinsertion, même si ça peut y contribuer. Parce que la question de l'espérance, me semble-t-il, va plus loin que l'espoir d'un logement, d'un travail, même si c'est important, de retrouver des liens familiaux, de se réinsérer. Et la parole de Jacques Fesch, magnifiquement portée par Fitzgerald Berton, ouvre radicalement sur un autre horizon, vu qu'il n'avait plus aucun espoir pour cette vie qui allait lui être retirée. Et pour chacune et chacun d'entre nous, l'articulation entre nos petits espoirs quotidiens et cette vertu qu'on appelle espérance est une question incontournable. Qu'est-ce que j'espère ? Et au-delà de conditions triviales que serait une augmentation, une promotion, gagner au loto, quand on touche à l'essentiel de besoins spirituels, être écouté, être cru, être reconnu,
être aimé. Aussitôt, on touche la continuité entre ce que j'espère ici et maintenant et ce qui ouvre sur un horizon au-delà. Et l'aumônerie, ou la relation avec l'aumônier, est cet espace gratuit où je vais peut-être pouvoir, dans ce lieu désespérant qu'est la prison, espérer être écouté, cru, reconnu, aimé, malgré tout ce que je porte d'innommable ou d'inavouable, peut être le lieu qui va accompagner cette question: que m'est-il permis d'espérer? Permettre de la maintenir ouverte, de ne pas la laisser se taire, de ne pas renoncer à la poser. Recueillir et prendre soin en l'autre de cette petite femme dont parlait Peggy, et lui permettre de se frayer un chemin dans ce parcours carcéral si destructeur. Je ne crois pas que l'aumônier soit là pour apporter des réponses toutes faites à des questions que les personnes qu'on visite ne se sont jamais posées, mais au contraire pour écouter, recueillir, accompagner cette question fondamentale qui sourd au fond de chacun et mettre nos propres réponses à l'épreuve de cette réalité de la détention, de la réalité de ce qui a conduit celles et ceux que nous rencontrons en ce lieu de peine, et cheminer ensemble pour ne pas désespérer. Ne pas désespérer de l'autre, des autres, de ce plus grand que nous, au nom duquel nous, aumôniers, sommes là, et de soi-même aussi. La présence gratuite de l'aumônier est peut-être d'abord là pour veiller sur cette flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et c'est notre propre espérance que nous mettons à l'épreuve dans cette présence fidèle et tenace, cette présence dont la fidélité et la ténacité sont déjà un signe pour celles et ceux qui comptent que nous reviendrons les voir, malgré ce qu'ils ont pu nous partager, malgré ce qu'on a pu nous dire d'eux, malgré tout. Que nous est-il permis d'espérer? Je dirais pour nous, accompagner chacune et chacun vers le meilleur de lui-même. Y avoir foi déjà, et ce faisant, cheminer aussi vers le meilleur de nous-mêmes. Et quand j'accompagne chaque année, comme tu le rappelais, des personnes détenues sur le chemin de Compostelle depuis 2016, ce qui est une façon certes originale de contribuer à leur réinsertion, peut-être, mais l'objectif est d'abord de permettre un changement dans leur vie. La devise de ce projet est une phrase de Mauriac qui dit « C'est la confiance que les autres mettent en nous qui nous montre le chemin ». Et c'est sans doute, me semble-t-il, et ça a déjà été évoqué par d'autres intervenants, l'articulation entre la peine et l'espérance, que cet ingrédient fragile et précieux qu'est la confiance. Fides en latin, foi. Que nous est-il permis d'espérer? S'il n'y a pas de confiance, la réponse est probablement rien. Il ne nous est permis de rien espérer si la confiance n'est pas au rendez-vous. C'est peut-être ce dont nous sommes les témoins, nous qui sommes des acteurs un peu décalés dans un monde où tout se compte, se monnaie et où le soupçon l'emporte trop souvent sur la confiance. La confiance est tout, sauf la naïveté, mais la plus grande naïveté serait peut-être d'imaginer qu'on puisse vivre sans confiance. Merci. Merci. Bien, comme ça a été annoncé, votre peine touche à sa fin, vous allez être libérable, vous êtes libéré. Voilà. Alors, pour le coup, d'abord, je voudrais remercier chacune et chacun pour leur intervention.
vous avez pu voir quand même que tous avaient préparé. Voilà. Donc, je vous en remercie d'autant plus. Je le disais tout à l'heure, effectivement, c'était des interventions qui sont suivies. Vous vous dites, ça aurait été intéressant que ça soit dialogué, tout ça. Voilà. On ne pouvait pas avoir autant d'intervenants et prolonger plus cette table ronde. Donc, je vous dis un grand merci encore à chacune, à chacun pour ce qu'il a apporté. Voilà. Alors, avant que vous ne soyez libérés et que vous signiez votre sortie, Madame Védécroux, simplement vous dire que il y a un buffet un peu pantagruélique qui a été préparé grâce à certains de nos amis. Voilà. J'imagine que Philippe Souchon serait très déçu si on ne buvait pas tout ce qu'il nous a fourni. Voilà. La maison Jacquemin le serait aussi. Donc voilà, on se retrouvera ici tout à fait de ce côté-là, dans une belle salle où on pourra continuer à échanger avec nos intervenants et puis entre nous. Voilà. Fitzgerald, c'est l'artiste, donc c'est normal qu'on lui laisse le dernier mot. Je voulais dire effectivement ce que tu viens de dire, Jean-Luc. N'hésitez pas à venir nous voir à continuer et vraiment établir aussi un dialogue et des questions si vous en avez. Et d'un point de vue pratique, je voulais remercier la production qui m'accompagne dans ce spectacle depuis 2 ans, qui s'appelle A360 Productions. Donc c'est un site que vous pouvez visiter si vous voulez connaître les prochaines dates de représentation, et aussi vous dire pour ceux parmi vous qui sont familiers d'Instagram, que vous pouvez aussi vous connecter sur mon compte pour voir un petit peu toute l'actualité et la suite du projet, y compris lorsqu'il va en prison, nous essayons d'en rendre compte. En tout cas, un grand merci à chaque intervenant et à vous tous et toutes d'être restés pour cette belle soirée. Merci beaucoup.